bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en fait sur ce deuxième webinaire consacré aux promoteurs. Ceux qui n'ont pas suivi le premier webinaire en fait peuvent le retrouver sur la page Alliance Bâtiment Circulaire de Psycléa. Vous retrouverez l'enregistrement avec les questions et la présentation. Et celui-ci est donc consacré à rentrer dans le détail d'un processus de construction circulaire, je dirais, étape par étape. Et pour ça, on n'a pas trouvé mieux que s'adresser à une des expertes en fait dans ce domaine-là, qui est Chloé Bosquillon, qui interviendra après l'introduction. Donc Chloé, tu es bien là? Donc le pas me répondre, c'est Hop, normal. c'est bon, j'ai réactivé mon micro, tout va bien. D'accord, ok. Donc elle est là, tant mieux. Donc je vais faire une petite intro très rapide sur la base d'un petit support. Voilà, normalement vous pouvez toutes et tous le voir. Juste pour vous dire en deux mots, parce que certains qui ont déjà suivi les webinaires ont déjà eu cette information, c'est qu'on a créé cette alliance bâtiment circulaire comme un moyen pour tous les acteurs engagés dans le bâtiment de pouvoir contribuer à créer des bâtiments circulaires, donc à implémenter l'économie circulaire dans le bâtiment et de permettre à tous ces acteurs-là de partager leurs bonnes pratiques dans ce domaine-là depuis le bon paradigme. Donc c'est pas une association, il y a rien à payer, il n'y a pas d'adhésion, c'est pas un business, c'est juste une occasion de pouvoir avoir une espèce de chaîne animée par les membres de l'Alliance de manière très informelle. Nous, on s'occupe un petit peu de tout gérer en termes de communication et puis voilà, de donner la parole à toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitent la prendre. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que chacun puisse partager ses expériences, ses bonnes pratiques, ses questionnements, ses produits, tout ce qui peut contribuer à être dans le bon paradigme de l'économie circulaire et pas celle de l'économie linéaire ou celle du déchet, pour faire en sorte que du fait de cette prise de conscience ou de cette accélération de cette prise de conscience, on puisse contribuer à créer beaucoup plus de mètres carrés qui soient circulaires que, on va dire, selon les architectures actuelles. Et ça concerne tout, depuis l'aménageur au facility manager, en passant par tous les acteurs intermédiaires. Donc aujourd'hui, on s'adresse notamment aux promoteurs et puis à leurs équipes. Donc on a là, sur l'appel une trentaine de personnes, promoteurs, architectes, bureaux d'études, constructeurs. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et si vous souhaitez, encore une fois, prendre la parole, ben, nous, on a créé finalement l'écran pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez la prendre. Il y a juste en fait à vous présenter, partager votre expérience à l'occasion d'un des prochains webinaires, éventuellement avec une présentation si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est vraiment en fait ensemble d'intégrer un mode de travail qui soit vraiment circulaire. Parce que en France, vous le savez, bon, on a 1 milliard de mètres carrés construits, donc ça c'est stable à peu près en surface. Et il y en a 50 millions nouveaux mètres carrés qui sont construits annuellement. Là aussi, les chiffres sont relativement stables. Donc ça génère beaucoup de produits qui sont intégrés dans les bâtiments et beaucoup d'évolution dans ces bâtiments à travers leurs produits, puisque 75% des constructions d'un bâtiment sont renouvelées sur 30 ans et certains plusieurs fois. Vous voyez, en fait, jusqu'à 7 fois pour le mobilier, la décoration, 3 fois sur les systèmes techniques, etc. Donc ça, c'est des sources, si vous intéresse, on peut vous donner les références en fait de Stewart Brand et Bill McDonough qui ont produit ces éléments-là. Mais c'est un élément intéressant de voir finalement le bâtiment comme un métabolisme lent euh, qui évolue et aujourd'hui qui est source, comme on le voit ici, sur beaucoup de déchets. Ça, vous le savez. Quand on a une approche finalement assez linéaire de la construction d'un bâtiment, on va dire assez classique, finalement, on ne se préoccupe pas de, de la nature des produits qu'on met dans le bâtiment au sens où on ne les caractérise pas. Ce qui fait que très souvent, en fin d'usage, bah, ils finissent en enfouissement, en valorisation énergétique ou un petit peu en recyclage. Et les propriétaires des ressources, alors que ces ressources ont encore une valeur économique résiduelle, payent quelqu'un pour le débarrasser. Donc c'est plutôt une approche sanitaire, héritée du passé, où on a des déchets et on paye quelqu'un pour nous débarrasser des déchets, alors même que ces ressources-là, et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'innovation, de plus en plus d'excellence dans les ressources, donc en réalité, elles ont de plus en plus de valeur. Ben, ces ressources-là, en fait, elles sont source de coûts et de déchets, alors qu'elles pourraient être, on verra, source de revenus et d'économies, voire de revenus.
Ce qui est important de savoir, c'est que, par exemple, ces 50 millions de mètres carrés, ça correspond à 35 des matières premières qui sont consommées en fait, annuellement. Et comme on le disait précédemment, en fait, c'est donc avec les déchets, tous les déchets du BTP compris, 70 des déchets français. Alors même que la réglementation nous demande depuis dès cette année de faire de la gestion matière à 60%, 70%. Quand on regarde la réalité des chiffres de ce qui est éventuellement remonté par les gestionnaires de déchets, on s'aperçoit que les chiffres en fait sont complètement fantaisistes ou faux et qu'on est très très loin en réalité de ces 70%. Quand on sait également que le bâtiment en fait en émissions directes donc d'usage représente 26% de consommation d'émissions CO2 et qu'on n'intègre pas là-dedans les émissions CO2 qui ont servi à produire fabriquer les produits qui rentrent dans la composition des bâtiments, on s'aperçoit qu'en fait, on est sur un secteur, nous tous, là, on contribue à un secteur qui peut être source du problème ou source de la solution. Donc là, on peut être source du problème, mais si on commence à boucler notre processus, là, on peut venir, en fait, on peut être source de la solution et également, quand on est dépositaire, propriétaire d'une ressource, y voir même une source de revenus. Donc, au lieu de produire des déchets, on peut produire des revenus. La seule chose, c'est qu'il faut en fait prendre le soin de caractériser, et Chloé en parlera tout à l'heure, de caractériser nos ressources. En gros, l'idée, c'est de passer d'un modèle linéaire où on a un tas de déchets dont on ne sait rien, et dont on essaie de se débarrasser en payant quelqu'un, à un modèle où on a caractérisé nos produits, donc nos futures ressources usagées, mais également caractériser les besoins du marché, de telle manière qu'à travers les transformateurs intermédiaires, on puisse créer un écosystème source d'économie et de plus en plus de revenus pour le propriétaire de la ressource. Donc non seulement la ressource est régénérée par réemploi, par recyclage, au lieu d'être enfouie, et on a des tas d'exemples de ressources usagées qui pourraient être valorisées et qui sont enfouies parce que c'est juste moins cher pour les gestionnaires de déchets. Et en plus, ça pourrait rapporter des économies, voire des revenus dans le temps aux propriétaires. On a estimé aujourd'hui, dans les premiers retours que l'on a, qu'en termes de valeur économique résiduelle, on est capable de récupérer, en hypothèse basse, entre 1 et 15%, autour de 14%, 14-15% de la valeur d'acquisition produit initial. Donc, il y a vraiment de la valeur économique, de la valeur ajoutée à recouvrer pour les foncières et les bailleurs. Et d'ailleurs, dans le webinaire de ce matin qui était consacré aux foncières, on a largement parlé de la survaleur, comment réintégrer finalement cette survaleur liée à l'économie circulaire dans la valeur vénale du bâtiment. Et c'était vraiment très, très intéressant. Il y avait Albert Malaquin du cabinet Malaquin, qui est un expert immobilier, qui intervenait justement pour nous dire que c'était une voie d'avenir et qu'il y avait pas mal de réflexions qui étaient engagées là-dessus. Donc, on a plein d'impacts positifs et de potentiel intéressant à gérer un bâtiment en économie circulaire. Bien sûr, pour ça, il faut le construire et le gérer selon une certaine manière. C'est l'objet finalement de ce webinaire-là. Et donc, je vais donc donner la parole dans un instant à Chloé pour ce qui on pourra en parler. À savoir malgré tout qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de bâtiments qui sont construits selon le modèle qui va vous être détaillé par Chloé. Il y a environ 400 000 m² de bâtiments circulaires en France, que ce soit des hôtels avec Accor Invest, des sièges sociaux avec celui de Vinci, comme vous voyez en photo, le siège social de la Sogeprom qui a été rénové à la Défense. Il y a le parc d'activités et centre commercial construit par la compagnie de Salzbourg, à Arcueil, 80 000 m². Centres commerciaux, centres de coworking, donc à Rennes, avec son extension. Le palais du commerce, donc, qui était avant occupé par la Poste, en fait, est maintenant en cours de rénovation et d'extension selon ce modèle-là, par Frey et puis la Postimo. Vous avez en bas au centre Nexity, qui est construit pour donc, le centre de formation de Deloitte sur le Val d'Europe, un campus vraiment intéressant. Et justement, on va appliquer ces calculs de survaleur en fait, pour voir quel est l'impact sur la valeur finale de ce qui sera produit. Ou d'autres exemples comme le projet Réalimenter Masséna, en bas à droite, en fait, qui est construit dans le 13e à Paris par RTL dans le cadre de Réinventer Paris. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'arriver, mais 400 000 m², c'est à la fois peu et rien. Et en même temps, ça peut être quelque chose qui nous donne une idée de là où on peut aller. C'est-à-dire que c'est peu au regard des 50 millions de mètres carrés, mais en même temps, c'est un début de changement de courbe. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire progressivement.
Et on est vraiment à la croisée des chemins. Et c'est un petit peu pour ça qu'on organise ces webinaires, pour partager en fait de manière complètement open source nos découvertes, nos savoir-faire. Et si d'autres le font avec nous, ben, ça sera l'occasion justement de pouvoir ensemble contribuer à des bâtiments circulaires qui seront source d'impact positif, tel qu'on l'a vu dans les slides précédents. Alors, bien sûr, ça demande de s'y prendre d'une certaine manière. Ça demande un processus de construction. Ça demande en fait donc de changer de manière un petit peu de fonctionner. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Chloé Bosquillon pour qu'elle puisse nous en parler. Elle est spécialisée là-dedans. Elle est donc évaluatrice accréditée dans l'évaluation de produits Cradle Cradle. Et elle a beaucoup de choses à nous partager là-dessus. Donc Chloé, je te laisse la parole. Ok. Pour que je puisse partager mon écran, Eric, j'ai besoin que tu arrêtes ton partage. Voilà. Alors. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Hop. Et du coup, bonjour à tous et merci Eric de m'avoir convié pour intervenir sur ce sujet de comment aujourd'hui on conçoit et on construit des bâtiments circulaires pour justement pouvoir récupérer toutes les notions qu'Eric a abordées, donc notamment de la valeur résiduelle et surtout des bâtiments banques de matériaux. Donc, j'ai rappelé sur cette slide simplement les grands principes de ce qu'est un bâtiment banque de matériaux. Et le reste de la présentation, en fait, va vraiment rentrer dans le détail technique de comment on parvient justement à cette vision dans le concret avec les équipes de maîtrise d'œuvre, avec les équipes de maîtrise d'ouvrage, comment on avance sur ces sujets. Donc, par rapport à la vision, tout d'abord, il y a deux grands concepts à intégrer quand on parle de bâtiments banque de matériaux. Le premier, c'est de se dire qu'on veut absolument des bâtiments dont le système constructif est démontable et dont les composants sont caractérisés, c'est-à-dire vraiment des bâtiments pour lesquels, à chaque fois qu'il y aura une opération, que ce soit de maintenance, de déconstruction ou autre, donc on a vu tout à l'heure que plus de 75% des composants d'un bâtiment étaient renouvelés au cours de sa vie et pour certains plusieurs fois, c'est vraiment important que ces produits, on sache exactement les récupérer et les envoyer vers les bonnes filières de valorisation. C'est vraiment la première étape clé. Deuxième étape clé, et c'est là-dessus que je vais beaucoup me concentrer dans ma présentation plus technique, c'est la sélection de produits circulaires certifiés Cradle to Cradle ou équivalents. L'idée, c'est de se dire, à partir du moment où on conçoit un bâtiment selon ces principes de banque de matériaux, il faut que les produits qu'on récupère justement en cours de maintenance, d'usage ou à des constructions soient des produits valorisables, soient des produits qui eux-mêmes sont compatibles avec la vision Cradle to Cradle et avec l'économie circulaire. Donc, ce sont des produits que je vais détailler un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'un produit circulaire ? C'est un produit, selon nous, qui doit remplir 5 grands critères. Le premier critère, c'est celui de la non-toxicité. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que dans la vision Cradle to Cradle, on veut faire circuler des produits dans des cycles fermés et ça n'aurait tout simplement aucun sens de faire circuler des substances toxiques dans des cycles fermés. On veut des usages de la matière raisonnés, on veut pouvoir maintenir la qualité de la matière à travers ces différents cycles d'usage et cela n'a de sens que si on sait exactement ce qu'on a dans nos produits et que ce qu'on a dans nos produits est sain. Donc, la première étape pour pouvoir considérer qu'un produit est circulaire, c'est d'en connaître la composition et de s'assurer que celle-ci est saine, donc c'est-à-dire, entre autres, qu'elle ne contient pas de composants bannis par le site aussi. Deuxième élément, celui qui semble le plus évident quand on parle de produits circulaires, la circularité. C'est-à-dire qu'on veut à la fois un matériau qui intègre des matériaux recyclés ou rapidement renouvelables, c'est-à-dire un matériau qui ne va pas créer de stress sur les ressources qui continuent à se raréfier aujourd'hui, mais bien un matériau qui va générer une demande en matière première secondaire ou en matière, en tout cas, gérée de façon renouvelable. Typiquement, les matières biosourcées, certaines peuvent être gérées de façon renouvelable. Donc, c'est important de créer cette demande, de concevoir aujourd'hui des produits qui ne généreront pas de stress sur les ressources demain. Et également, du coup, ce qu'on entend beaucoup par circularité, et ce qui est nécessaire aussi, c'est que ce produit, une fois qu'il est conçu, en fin de vie, il a une stratégie qui est valable pour son intégration dans de nouveaux cycles. C'est-à-dire qu'une fois que les matières
qui ont été conçus, qui ont été intégrés dans ce produit se retrouvent dans un premier cycle, il est essentiel que les cycles puissent se maintenir et que ce produit ne devienne jamais un déchet. Troisième élément, la partie énergie et carbone. C'est une chose qui est indissociable parce que ce serait également un non-sens du point de vue du cradle to cradle de produire un produit dit circulaire, donc sain et qui ne génère pas de déchets et qui ne prélève pas de la ressource, si on n'intègre pas la question de l'énergie du carbone, puisque ces ressources-là sont aussi des ressources précieuses et qu'il faut donc intégrer à la notion de conception. On a la même problématique pour l'eau. Donc, il est important de s'assurer qu'un produit circulaire n'est pas source de pollution de l'eau ou qu'un correctif a été approuvé par son fabricant. Et le dernier point, la responsabilité sociétale, puisqu'il n'est pas envisageable de parler d'un produit circulaire, d'un produit sain, d'un bon produit, si cela se fait dans des conditions déplorables pour les employés qui viennent fabriquer ce produit. En termes de où trouver ces produits, il y a deux voies qui permettent aujourd'hui aux personnes que nous accompagnons, aux maîtrises d'ouvrage et aux maîtrises d'œuvre que nous accompagnons de vérifier si un produit a ces critères. Donc tout d'abord, il y a la certification Cradle to Cradle, puisque bien entendu, ces critères, vu qu'ils sont inspirés de la philosophie même du Cradle to Cradle, eh bien, ils rejoignent forcément la certification Cradle to Cradle de produits qui est reconnue internationalement et pour laquelle plus de 10 000 produits sont certifiés aujourd'hui. Donc, à partir du moment où le produit est certifié Cradle to Cradle, il vérifie les critères que je vous ai présentés précédemment. Et également, nous avons introduit la notion de produit à potentiel C2C ou C2C potentiel, qui sont des produits finalement que l'on va venir renseigner dans une base de passeport circulaire sur la plateforme MyUpCyclea, qu'on utilise beaucoup dans nos projets parce qu'elle permet vraiment de centraliser toute l'information. Si je reviens sur les notions de départ, si vous vous souvenez, je vous ai dit le premier principe pour avoir un bâtiment de banque de matériaux, c'est de savoir de quel produit on parle. Et dans notre cas, dans les projets qu'on accompagne, on utilise la matériothèque MyUpCyclea pour justement faire cet inventaire de matériaux et savoir exactement qu'est-ce qu'on a dans notre projet et quelles sont les futures vies pour ces produits. Donc du coup, à partir du moment où on utilise MyUpCyclea, on a aussi accès à une librairie de passeports circulaires sur laquelle, en fait, toute l'équipe de Psyclea réalise une petite évaluation des 5 critères que je vous ai présentés et attribue des pictogrammes. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais les pictogrammes sont ici. Et on peut en fait voir quels sont les critères qui ont été atteints ou non. Et du coup, on permet d'un seul coup d'œil de voir en fait sur les produits qui sont renseignés dans la base si ceux-ci sont circulaires ou non. En termes de processus, je vais maintenant vraiment rentrer dans le détail étape par étape de vraiment la naissance du concept même du projet jusqu'à sa livraison. Comment aujourd'hui on fait pour concrètement accompagner les équipes, les promoteurs pour réussir à avoir un bâtiment qui répond à ces spécifications. Donc ce schéma, il est complexe, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. Je vais prendre le temps de rentrer dans le détail étape par étape. Mais tout d'abord, avant de rentrer étape par étape, je vais rappeler 2 préalables à tout projet de bâtiment, banque de matériaux en cradle to cradle. Le premier, c'est la définition d'une intention positive. Le cradle to cradle, c'est vraiment une vision selon laquelle l'humain a ce potentiel de régénération et a même ce devoir de régénération. Donc, c'est-à-dire que quand on se lance dans un projet de ce type, on va forcément chercher à définir des intentions qui se veulent positives. C'est le fait de vouloir avoir un impact positif. Donc, on a défini 8 intentions sur lesquelles on va, selon les projets, aller plus ou moins loin. Mais le but, c'est vraiment, avant même que le projet ne commence à naître d'un point de vue architectural, de définir ces intentions parce que ce sont vraiment ces intentions qui vont derrière, du coup, aider l'architecte, par exemple, à avoir des orientations. Donc, on réalise pour cela un atelier de définition de l'empreinte positive. Donc, c'est un atelier en intelligence collective dans lequel, en fait, on va réussir à déboucher sur une liste de fonctions que l'on veut implémenter dans le bâtiment.
Sur la base de cette liste de fonctions, on passe à la deuxième étape préalable. On réalise en fait un cahier des charges économie circulaire, cradle to cradle, et des clauses associées. Ces clauses, pourquoi c'est un préalable? En fait, il est vraiment essentiel que dès le départ, avant même que la maîtrise d'œuvre commence à plancher, on ait défini ces objectifs, puisqu'il faut que ces objectifs, la maîtrise d'œuvre puisse s'y engager également. Ce ne sont pas des choses qui doivent être vues comme un à côté facultatif, mais bien part intégrante de projet. Et des exemples de spécifications qu'on retrouve et qui peuvent varier selon les projets, mais qu'on a, sur lesquels on a des niveaux d'exigence, je dirais, minimum à chaque fois, c'est la contribution à des fonctions positives, le fait que le bâtiment soit conçu comme une banque de matériaux, ce qui implique la définition d'un pourcentage de produits circulaires, selon la définition que je vous ai donnée plus tôt, minimum à intégrer au bâti, la définition d'indicateurs circulaires, dont je vous parlerai à la fin de ma présentation, l'usage d'un outil de ressources management, comme MyOpsiClea par exemple, et l'intégration pour la phase de construction pour les entreprises de clauses liées au réemploi. Donc, c'est-à-dire, on va aussi au maximum essayer de valoriser le fait de réemployer des matériaux dans la conception de notre bâtiment. Alors du coup, une fois que la maîtrise d'œuvre a été sélectionnée, on va commencer à travailler du coup sur la base de ces spécifications qu'on aura définies ensemble avec la maîtrise d'ouvrage. Attendez, je vois qu'il y a peut-être une question. Je suis désolée, je n'arrive pas à voir. Peut-on revoir le slide des cibles empreintes? Oui, je vous montre ça tout de suite. Ah. Voilà. Je vous l'affiche quelques instants. Je pourrais revenir dessus sur la partie questions. Je voudrais néanmoins avancer parce qu'il y a quand même encore pas mal de slides à parcourir, le processus étant assez robuste et demande l'intervention de beaucoup d'acteurs. Donc, je vais passer sur la partie conception. Je suis désolée, je vois qu'il y a encore une conversation. Ah, c'était le suivant. Désolée, je vous l'afficherai du coup en fin de présentation. Alors, par rapport à la phase APS-APD, donc l'objectif, c'est que la maîtrise d'œuvre prenne en compte toutes les spécifications, donc notamment l'intégration obligatoire d'un pourcentage de produits circulaires dans sa conception. Cela va s'appuyer sur deux outils de notre part, donc la plateforme MyOpsiClea, bien entendu, je vous l'ai déjà un petit peu présenté et c'est vraiment l'outil qui nous sert de base, et également ce qu'on appelle le tableau des matériaux. Le tableau des matériaux, ça va vraiment être notre interface entre la maîtrise d'œuvre, les fabricants, plus tard les entreprises quand elles seront sélectionnées, et Opsicléa pour vérifier l'atteinte de ce pourcentage de produits sains et circulaires dans les bâtiments. Donc, la première étape, c'est vraiment de remplir ce tableau, c'est-à-dire de lister l'ensemble des produits qui sont pressentis pour le projet, l'ensemble des produits que la maîtrise d'œuvre vise à sélectionner pour le projet, pour ensuite... Ah, je ne sais pas pourquoi la présentation ne passe pas. Donc, dans le tableau des matériaux, pardon, à l'affichage ici, nous avons un exemple vierge de tableau des matériaux. Et la deuxième étape, du coup, une fois que les produits sont pressentis, l'objectif, c'est de vérifier que l'ensemble de ces produits sont sains et circulaires. Enfin, vérifier la définition de produits circulaires qu'on a donnée juste avant. Donc, cela se fait en contactant les fabricants. En général, il peut arriver que une certaine part des produits pressentis soient déjà renseignés dans la plateforme MyOpsiClea et disposent déjà en fait de l'évaluation si oui ou non ils sont circulaires, auquel cas ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde. Mais sinon, il faut demander aux fabricants de renseigner leur passeport. Donc ici, on a un exemple de passeport. Donc on voit que les informations demandées, c'est aussi bien des informations relatives à la composition. Encore une fois, c'est très important de savoir que les produits qu'on utilise sont sains. Il y a des informations sur la partie donc, dite utilisation et cycle. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre, encore une fois, à quel point le produit favorise l'économie circulaire au sens où il ne prélève pas de ressources vierges et au sens où il est prévu pour réintégrer des prochaines vies. Et différentes informations également sur la performance environnementale et sociale. Donc, ça va des informations notamment que je vous ai présentées tout à l'heure sur l'eau, l'énergie et la responsabilité sociétale. Sur la base de ces informations qui sont renseignées par les fabricants, Opsicléa crée les comptes du coup, bien entendu, et surtout
aide à la saisie et fait la revue des passeports, donc donne les petits pictogrammes associés. Également, du coup, quand on passe en phase suivante, donc Pro DCE, là, on va avoir les entreprises qui vont rentrer en jeu. Donc, pour rappel, au niveau des DCE, on a établi un tableau des matériaux complet dans lequel on a vérifié qu'on atteignait un pourcentage de produits circulaires. Donc, admettons 50% des produits vérifient les 5 petits pictogrammes, les 5 critères que je vous ai présentés. Et ça a été validé en fait avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Du coup, sur la base de ces 50%, nous allons consulter des entreprises en leur disant « Nous, on a démontré que notre projet atteignait les 50%, vous avez le droit de varianter, vous avez le droit de prendre des autres produits, mais vous ne devez pas dégrader cette performance que nous avons atteinte, cette incorporation de produits circulaires. Vous pouvez les varianter, mais vous devez montrer que les variantes que vous proposez, du coup, vérifient les mêmes niveaux d'exigence au sens circulaire que ce qu'on avait prévu. » Donc, du coup, à ce moment-là, les entreprises, en cas de variante, sont amenées à effectuer la même démarche que ce qu'on avait effectué avec la maîtrise d'œuvre, à savoir contacter les fabricants afin de les interroger sur la composition, la recyclabilité, le bilan carbone, etc. de leurs produits. À ce moment-là, les entreprises peuvent et doivent même fournir une nouvelle version du tableau des matériaux, puisque, encore une fois, l'objectif est bien que les entreprises démontrent que le pourcentage qu'on a fixé et qu'on a démontré comme atteignable avec la maîtrise d'œuvre sera atteint. En troisième, du coup, on analyse les offres des entreprises sur la qualité du remplissage des tableaux. Et quand on est en phase d'exécution, on vérifie produit par produit l'atteinte des critères. Donc, les entreprises mettent à jour le tableau des matériaux s'il y a des variations de produits au fur et à mesure de l'approvisionnement. Elles contactent à nouveau, si besoin, les fournisseurs si jamais il y a des changements. Les fabricants, si jamais c'est des nouveaux produits et qui donc n'étaient pas sur la base, renseignent leurs produits en s'appuyant sur les documents et sur notre assistance en tant que KMO. Upcycléa, nous, on publie et on vérifie les passeports, ce qui permet du coup à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises de relancer les bons interlocuteurs, puisque s'ils se rendent compte que certains produits n'obtiennent pas la validation de notre part, il faut qu'ils trouvent une alternative. En dernier, du coup, les entreprises créent ce qu'on appelle des gisements. C'est-à-dire une fois que tous les passeports circulaires, c'est-à-dire toute l'information dont on a besoin sur un produit, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, des informations aussi bien sur la composition, sur la recyclabilité et les performances environnementales, existent dans MyUpcycléa, on va leur associer une quantité et une date de disponibilité théorique. La date de disponibilité théorique, elle va dépendre de la période d'usage du produit qui est préconisée par le passeport. Donc, c'est-à-dire, on sait par exemple que tout ce qui va être cloison, la période d'usage, c'est environ une dizaine d'années. Donc, au bout d'une dizaine d'années, en fait, la personne qui possède le bâtiment recevra dans MyUpcycléa des notifications disant que le produit, il arrive a priori à la fin de sa période d'usage et qu'il faudra envisager, du coup, grâce au module gestion de MyUpcycléa, donc c'est-à-dire au module qui permet de créer des écosystèmes autour des ressources, de trouver du coup un besoin auquel va répondre cette ressource usagée, donc via différentes transformations notamment. Si je reprends l'exemple des cloisons de plâtre, au bout d'une dizaine d'années, cela peut être un bon moment pour envisager de contacter le fabricant des dites plaques de plâtre pour envisager un système de reprise et de réintégration de ce gypse au système de production pour réaliser des cloisons neuves. Donc, un exemple de gisement ici, on voit du coup qu'un gisement, c'est, comme je vous le disais, 3 composantes principales. La première composante, c'est le passeport circulaire qu'on sélectionne parmi la liste déjà créée. Le lieu, ça va être l'adresse renforcée d'un niveau de détail, bien entendu, selon par exemple si on veut découper en étages, en ailes ou en sous-bâtiments. Et des informations complémentaires liées à la quantité et, comme je vous le disais, la date de disponibilité et l'état. Une fois qu'on a tout ça de renseigné dans la plateforme MyUpcycléa, vous, en tant que promoteur, ça vous permet de générer ce qu'on appelle une signature circulaire. C'est-à-dire de comprendre en fait à quel point on a bien travaillé en fait pendant tout ce temps. Ça va être un petit peu un dernier contrôle de la qualité du travail réalisé, selon 4
indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'empreinte carbone, puisque ayant renseigné du coup, grâce à la plateforme MyOpsyCléa, l'ensemble des bilans carbone de tous les produits via leur fiche INIES en fait, qui ont été renseignés dans MyOpsyCléa, on peut obtenir l'empreinte carbone du bâtiment. Une notion de non-toxicité, puisque pareil, toujours sur la base des informations renseignées par les fabricants, on saura exactement si les produits respectent ou non, par exemple, la banlist du cradle to cradle et du coup sont considérés comme des produits sains ou non. On aura également un indicateur de circularité qui permettra de déterminer à quel point le bâtiment a utilisé des matières soit issues du réemploi, soit issues de sources renouvelables, soit issues du recyclage. Et également en miroir, à quel point ce bâtiment, il a un potentiel en fait de récupération de valeur et de gestion circulaire pendant la phase d'exploitation et a posteriori sur la démolition. Et également le dernier indicateur, la valeur résiduelle, c'est vraiment l'indicateur clé dans le cadre d'une opération de promotion. C'est l'indicateur qui va permettre de dire aujourd'hui, avec l'intelligence qu'on a mis dans ce bâtiment, avec l'ensemble des choix qu'on a fait en conception, on est capable de récupérer une certaine valeur sur l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui dans ce bâtiment. Donc, je vais un petit peu insister sur ce dernier indicateur, puisque c'est vraiment celui-là qui vient donner tout son sens, en fait, à la notion de banque de matériaux. La notion de banque de matériaux, c'est vraiment se dire, j'ai un bâtiment qui est une somme de produits que j'ai stockés, et qu'à un moment donné, pour des raisons d'opération de maintenance ou autre, je vais récupérer ces produits et je vais surtout en récupérer une valeur économique. Comment ça fonctionne pour, au niveau de ce calcul, réaliser cette estimation de valeur économique? Ce calcul se base, entre autres, sur la valeur initiale du produit en question, la valorisation qui peut être attendue de ce produit compte tenu de son usure, sa démontabilité, etc. On prend en compte également les dépenses évitées, selon sa catégorisation. S'il avait été traité comme un déchet, par exemple, on a un coût en fait à payer. Donc, si c'est du gravat, c'est pas très cher, c'est peut-être de l'ordre de 10 € la tonne. Mais selon la catégorisation, si par exemple on avait du DIB, ça peut monter à plus de 100 € la tonne. Donc là, tout de suite, on se rend compte que ça peut être intéressant de travailler autrement. Et on enlève tout de même le surcoût de dépôt sélectif quand il y en a un, puisque bien évidemment, pour toute opération de valorisation, ça peut impliquer du coup de prendre des précautions particulières par rapport à la dépose du matériau en question. Et du coup, cette équation nous donne à la fin, en sommant sur l'ensemble des produits, donc ce que fait automatiquement la plateforme MyOpsyCléa une fois que les gisements sont renseignés, on peut obtenir en fait la valeur résiduelle que l'on a sur les bâtiments, donc c'est-à-dire soit sur 30 ans, elle peut être simulée via un scénario d'usage classique, donc avec des taux de renouvellement standards, ou en imaginant que le bâtiment qu'on a caractérisé, donc ça peut se faire sur des opérations de démolition par exemple, on peut caractériser entièrement le bâtiment et dire si on le démolit aujourd'hui, on peut récupérer telle valeur si on fait la démolition proprement. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est par rapport aux certifications, puisque toujours grâce à la plateforme MyOpsyCléa, en fait, vous avez dû l'entendre dans mon discours, la plateforme, elle permet d'agréger un ensemble de gisements, elle permet de recenser énormément d'informations sur les produits, et du coup, ça peut venir alimenter en fait des certifications. Donc, ça peut venir alimenter le LEED, l'HQE, BREEAM, BBCA, etc. Vous les avez tous à l'écran actuellement. Et on a fait une analyse avec les différents ingénieurs, chefs de projet bâtiment de l'équipe, et on a réussi à identifier un certain nombre de critères pour lesquels l'utilisation de la plateforme et le processus que je vous ai présenté viennent en fait contribuer à ces certifications. Je vais redonner la main à Eric. Peut-être Eric, vu qu'il ne reste qu'une slide, je continue sur mon écran. Oui, c'était juste en fait voilà ce qu'on voulait un petit peu partager avec vous pour susciter des questions. Encore une fois, là, Chloé a parlé beaucoup de la plateforme qu'on utilise nous, MyOpsyCléa, mais toute autre plateforme qui permettrait de répondre à des impératifs similaires, en fait, évidemment, est la bienvenue.
Peut-être rajouter, en fait, quand tu as parlé, Chloé, de la partie hybride passeport, typiquement, c'est une hybride passeport qui est complètement open source et complètement gratuite, en fait, pour les fabricants. Donc, un fabricant se voit attribuer un compte indépendant qui peut gérer comme il le souhaite pour déclarer son catalogue de produits au rythme qu'il le souhaite. Soit parce qu'il y a une demande sur un projet, comme par exemple, là aujourd'hui, le service d'achat d'Accor Invest demande que tout fabricant de produits déclare son passeport circulaire dans cette plateforme-là, soit parce qu'il veut le faire de manière proactive, parce qu'il veut se faire connaître, parce que cette librairie est également mise à disposition gratuitement de quiconque. Donc, toute personne qui souhaite avoir accès à une librairie de produits circulaires a juste besoin de faire une demande et se voit ouvrir un compte pour pouvoir accéder à cette librairie-là, dans laquelle on va trouver donc, toutes les informations dont parlait Chloé. Et ça nous paraît être un point important. C'est pour ça qu'on l'a mis vraiment en open source et qu'on se dit, on passe beaucoup de temps et on perd beaucoup de temps à aller choisir des produits vertueux et circulaires. Et ce n'est pas forcément simple en fait de les identifier, ou alors c'est des produits qui sont éventuellement certifiés Cradle, mais ne sont pas forcément importés en France, ou ils sont peut-être à des prix prohibitifs. Alors qu'il y a peut-être des très bons produits locaux qui ont des performances équivalentes, mais qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est l'occasion, soit sous votre initiative, soit l'initiative des services achats, soit l'initiative des fabricants eux-mêmes, de déclarer leurs produits. Et nous, d'ailleurs, en fait, on les note gratuitement. Les petits pictos que montrait Chloé, sont attribués. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande en fait de produire des preuves par rapport à ce qu'ils annoncent dans les passeports. Si ce sont juste des preuves autodéclaratives, qu'elles n'ont pas été vérifiées par des tiers, ils ont le picto, mais c'est un petit picto noir. Si par contre, il y a un tiers qui les a vérifiés parce que un certificat Cradle, parce qu'il y a une FDES ou parce qu'il y a un laboratoire qui a fait un travail qui prouve leur dire, à ce moment-là, ils ont un picto coloré. C'est ce que vous voyez en fait ici à l'écran. Et puis si éventuellement ils n'apportent pas la preuve ou qu'ils ne remplissent pas l'information, ils n'ont pas de picto du tout. Donc ça me paraissait important de dire qu'il faut alimenter finalement la machine à construire du bâtiment circulaire. C'est que ça part déjà par le produit, ça part déjà par la donnée associée à ces produits-là, et ça passe par une caractérisation sous forme de passeport circulaire, dûment renseigné et contrôlé de ces informations-là. Et ça fait gagner beaucoup de temps aux équipes de maîtrise d'œuvre. Ça permet aussi de pouvoir en fait choisir des choix de produits qui soient les plus pertinents. On peut comparer les produits. Si on met l'accent plutôt sur la partie carbone et plutôt sur la partie circularité ou non-toxicité, on peut du coup être à même de pouvoir comparer les produits entre eux puisqu'on a l'information. Donc, je dirais que pour un petit peu conclure cette présentation avant de partager ensemble et de prendre des questions si vous en avez, c'est de se dire en fait, donc si tu mets le dernier slide, si tu veux bien Chloé, que ce qui est intéressant pour les promoteurs, c'est déjà en fait d'affirmer leur implication dans une approche vertueuse et circulaire, parce que c'est une manière en fait de se différencier de ceux qui ne sont pas encore prêts pour ça. Donc, ça permet de remporter des contrats prestigieux et ça permet vraiment d'avoir une image et de participer concrètement à la solution. Ça permet du coup de proposer à des clients des solutions qui ne sont pas juste source de déchets comme c'est le cas inévitablement habituellement, mais source de revenus. Et ce matin, on avait justement un webinaire à 11 h avec les foncières autour de cette survaleur induite par une approche telle qui vous a été décrite maintenant. Et il y avait énormément d'intérêt et il faut savoir que tous ces webinaires-là les enregistrements seront disponibles en fait ou sont déjà disponibles sur le site Psychea. Donc, si ça vous intéresse, moi, comme ce sont vos clients, je vous engage vraiment à aller écouter un petit peu leurs réactions sur le webinaire donc numéro 2 pour les foncières de ce matin. Parce que ça les aide à commercialiser eux-mêmes des bâtiments qui soient neutres en carbone, à impact positif, et ça les aide aussi à remplir leurs propres besoins, notamment si ce sont des foncières cotées ou des sociétés cotées, de répondre à l'article 173 en fait, qui est demandé par la loi sur la déclaration et les rapports extra-financiers relatifs notamment à l'empreinte carbone. Chloé a rapidement parlé, vous avez peut-être des questions par rapport à ça. Et de toute manière, on vous transmettra à ceux qui sont intéressés, ou peut-être globalement, un tableau qui fait vraiment le détail de quels points sont attribués à quel certificat et comment. Donc, en tout cas, ça permet de gagner des points plus facilement en matière de certification environnementale. Et puis, d'être vertueux, de contribuer, de préserver la biodiversité, la santé et les ressources, parce que
On a parlé pas mal de la pénurie des masques, mais aujourd'hui, on oublie de parler de parler de la pénurie des matières qui servent à fabriquer les masques, qui servent à fabriquer les respirateurs, etc. Aujourd'hui, dans les webinaires précédents, on avait notamment un petit tableau qui montrait en fait la disponibilité et les réserves qu'on avait en métaux. Par exemple, il y a moins de 20 ans de réserve pour l'indium, qui est le matériau indispensable à la fabrication de panneaux solaires. Euh, donc, ce qui veut dire que finalement, un panneau solaire, du fait de ses composants, est finalement moins durable que les énergies qu'il est censé remplacer. Donc, si on ne prend pas soin dès maintenant et si on ne change pas de courbe dès maintenant pour pouvoir préserver ses ressources et se préserver de la pénurie, on risque d'être confronté inévitablement à une crise qui sera d'autant plus grave que là, il n'y aura plus de plan B. Peut-être qu'on aura pu éventuellement remplacer l'ignium peut-être par autre chose, etc. Mais une fois qu'on aura fait le tour, inévitablement, que ce soit nous ou les générations futures, on aura en fait un vrai problème parce qu'on n'aura plus de plan B à moins de changer de planète, même si c'est dans les plans de certains.